Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. L'Iran au cœur du débat au Conseil de sécurité. C'était ce mercredi à marge des travaux de la 73e Assemblée générale des Nations unies. Au Cameroun, les effets de la crise anglophone se font durement ressentir sur le tourisme. Nous verrons ce que pense un expert à quelques jours de l'élection présidentielle. Après 3 ans passés dans le camp de Louani au Malawi, de milliers de Mozambicains sont de retour chez eux. Bonsoir. Les travaux de la 73e Assemblée générale des Nations unies se poursuivent à New York. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi, le président américain a dénoncé l'attitude de l'Iran qu'il juge de plus en plus agressive. Pour Donald Trump, malgré la signature en 2015 d'un accord sur le nucléaire iranien, Téhéran n'a pas cessé ses activités de déstabilisation de la région. Une position que ne partage pas le président français Emmanuel Macron, pour qui la relation avec l'Iran ne devrait pas se réduire à une politique de sanctions. Le dirigeant iranien Hassan Rouhani n'a pas pris part à cette réunion du Conseil de sécurité consacrée à son pays, mais hier, il a accusé Washington de vouloir renverser son gouvernement. Comme chaque année, à la même période donc, le rituel de la diplomatie a été respecté. Depuis hier, de nombreux leaders du monde ont défilé à la tribune des Nations unies. Retour sur certaines de ces interventions qui avaient trait au continent africain. C'est avec Salwa Jafari. Pour son deuxième passage en tant que président français à la tribune de l'Assemblée générale, Emmanuel Macron a opté pour un long discours pour se poser en défenseur du multilatéralisme et en porte-étendard de l'alliance avec l'Afrique. Parce que nous le devons à ceux qui nous ont permis d'être assis là. Parce que n'oubliez jamais que les génocides qui ont fait que vous êtes là aujourd'hui, ils étaient nourris par les discours auxquels nous nous habituons. Le président français a également plaidé pour un soutien aux solutions régionales africaines, le G5 Sahel notamment. Si l'Afrique a occupé une bonne partie de l'allocution du président français, dans celle de Donald Trump, elle y était complètement absente. Le locataire de la Maison-Blanche a consacré son discours à l'Iran en des termes virulents, le régime corrompu de l'Iran, à la Corée du Nord en des termes élogieux. Je voudrais remercier Kim Jong-un pour son courage et pour les pas qu'il a franchis. Au Conseil de sécurité en des termes peu rassurants, et c'est dans la même veine qu'il en a profité pour s'attaquer à la CPI, qui, soulignons-le, a été accusée par de nombreux dirigeants africains de racisme et de préjugés. En ce qui nous concerne, la CPI n'a aucune juridiction, aucune légitimité, aucune autorité. Cette sortie sur la CPI en a concerné plus d'un. Joseph Kabila a dû l'écouter avec intérêt, lui qui, il n'y a pas si longtemps, a menacé de retirer son pays de la Cour. Lors de son intervention dans un autre registre, le président congolais a affirmé son engagement pour la tenue effective des élections générales. Je réaffirme le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Il a par ailleurs réclamé le départ des casques bleus de son pays. Et pour approfondir la réflexion sur cette actualité, accueillons sur ce plateau René Lec. Bonsoir. Bonsoir, John. Alors René, on l'a suivi tout à l'heure, de nombreux leaders du monde défilent depuis hier à la tribune des Nations unies. Donald Trump s'est exprimé, n'a pas beaucoup évoqué l'Afrique, mais plutôt a marqué sa position, une position contre la CPI. Une raison à cela ?
Écoutez, la CPI a annoncé il y a quelque temps son intention d'ouvrir une enquête contre certains crimes de guerre qui auraient été commis en Afghanistan. Donc les Américains, vous savez, n'ont jamais été favorables à la CPI déjà depuis sa création. Mais là, en plus de ça, avec cette annonce-là, le discours, la virulence du discours anti-CPI dans l'administration Trump a passé un cran. Ce qui explique qu'il y a simplement 2 semaines, John Bolton lui-même, donc le conseiller à la défense de Donald Trump, a lui-même s'en est pris très virulemment à la CPI et a annoncé, elle a même menacé la CPI au cas où elle irait plus loin dans cette menace d'ouvrir une enquête contre d'éventuels crimes de guerre qu'aurait commis l'Amérique en Afghanistan. Alors on a vu également des chefs d'État africains s'exprimer, le cas de Kabila ou de Paul Kagame. On sait qu'il y a aussi des absents. Finalement, à quoi ça sert de participer à ces assemblées générales de l'ONU? Oui, écoutez, je pense que d'abord c'est une tribune internationale, une tribune globale que ça offre. Donc c'est important de ce point de vue pour certains pays, surtout les petits pays. Ça permet également aussi de réaffirmer des positions, telles on l'a entendu là tout à l'heure, Joseph Kabila qui confirme, qui reprend l'engagement devant la communauté internationale pour les élections en décembre. Mais vous savez aussi, John, ce qui est intéressant dans les assemblées générales des Nations Unies, c'est que ça permet de faire aussi énormément d'activités off, comme on dit, d'activités en marge du sommet, et où les multinationales, les think tanks, les ONG, etc., organisent des tas de rencontres, les grosses boîtes pour rencontrer des chefs d'État, faire du lobbying en quelque sorte. Donc de ce point de vue-là, ça peut être important. Alors une tribune internationale, mais très souvent les chefs d'État africains s'expriment dans une salle vide. Qu'est-ce que l'Afrique ou les leaders africains doivent faire pour se faire respecter au sein des institutions comme l'ONU et même d'autres? C'est une grosse question philosophique, John. Mais franchement, je crois que d'abord, le premier aspect, c'est qu'il faut que les Africains aient le sens de leurs propres intérêts. Ce qui n'est pas toujours le cas, notamment dans les négociations internationales bilatérales. Les Africains n'ont pas nécessairement une bonne compréhension de leurs propres intérêts. Ça, c'est un point. Mais je crois que le point le plus important, il faudrait que ces représentants des États africains soient représentatifs de leur peuple. C'est ça qui leur permet d'avoir un véritable poids. Et malheureusement, vous savez, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, on espère que ça le sera dans les années à venir. René Lec, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes consultant et, n'est-ce pas, analyste politique. Alors, en marge de l'Assemblée générale, notre collègue Eddie Fitzpatrick a eu l'occasion de s'entretenir avec Tibor Peter Nagy, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Il s'est notamment exprimé sur la situation politique en RDC. Très souvent, on assume que les États-Unis soutiennent les candidats à l'opposition dans toutes ces élections africaines. La vérité absolue est, et je tiens à le souligner, que les États-Unis n'ont aucun candidat dans aucune élection. Notre seul candidat est toujours le processus. Tant que le processus est juste, transparent et que les élections sont crédibles, c'est ce que nous souhaitons voir. Et je crois que c'est ce que la communauté internationale souhaite voir. Que le peuple de la RDC ait un choix, un vrai choix, d'élire la personne qui sera son prochain leader. Êtes-vous satisfait de ce que vous voyez jusqu'à présent? Je dirais que je suis passé du pessimisme à plus sceptique. La plupart du temps, les gens se focalisent sur le jour des élections et la plupart du temps, le jour des élections se passe bien. Mais la période préélectorale est très importante. S'assurer que les électeurs ont accès au vote et ont l'opportunité de s'enregistrer. Et bien sûr, c'est lors de la période post-électorale que tout se déroule. Il faut s'assurer que la bonne personne est inaugurée, la personne élue par le peuple. Autre actualité, au Burkina Faso, au moins 8 soldats ont été tués par l'explosion d'une mine artisanale aux environs de Baraboulé, dans la région du Sahel, alors qu'ils se rendaient à Djibo, chef-lieu de la province du Zoum. C'est ce qu'a annoncé la présidence burkinabé. Le président Kaboré a adressé ses condoléances les plus attristées aux forces de défense et de sécurité et aux familles des victimes, soulignant que ces attaques lâches et horribles n'entameront jamais sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du Burkina Faso.
Au Cameroun, la crise qui secoue la région anglophone a durement frappé le tourisme. En 2016, le secteur a contribué à 2,5 milliards de dollars américains au PIB du pays. Avec les élections du 7 octobre, le guide touristique Guy Mofo espère que le vainqueur se penchera sur la question pour résoudre les problèmes. Plus de précisions avec Blanche Sano. Nous sommes à Kribi, une ville côtière au sud du Cameroun. Cette station balnéaire est très prisée par les touristes qui viennent découvrir les belles plages de sable blanc ainsi que les communautés pygmées. Mais le nombre de visiteurs a diminué ces 2 dernières années. Guy a donc décidé de se battre pour relancer les activités touristiques à Kribi. On a un beau pays, très riche. On a des sites touristiques vraiment. Quand je conduis les gens, ils sont émerveillés, ils se demandent mais pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas? Pourquoi est-ce qu'on ne montre pas ça à la télé chez nous? Toutefois, le combat de Guy est entravé par l'insécurité grandissante. Au mois d'avril dernier, un groupe de touristes européens avait été enlevé par des militants séparatistes alors qu'ils voyageaient dans la région du sud-ouest. Aujourd'hui, des analystes suggèrent une décentralisation qui pourrait aider les régions reculées à mieux contrôler leurs ressources. Un point de vue que partagent les fils de la localité. J'aimerais bien que la décentralisation soit effective au Cameroun. J'entends par décentralisation que le pouvoir soit transféré aux maires, que les communes aient le contrôle des activités qui se passent dans leur communauté, dans leur circonscription. À cela, elles pourront créer elles-mêmes les emplois parce qu'elles sont au contact avec les populations, elles connaissent mieux le besoin des populations. Parmi les sites touristiques de la région de Kribi figurent les chutes de la Lobé, les plages de Grand Batanga ainsi que le parc national de Campoman. La région est aussi réputée pour ses restaurants à spécialité fruits de mer. Et puis, c'est retour au pays natal des milliers de Mozambicains vivant jusqu'ici au Malawi et qui ont décidé de retourner chez eux, un retour facilité par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Lamek Massina, correspondant de la VOA au Malawi, a assisté à certains de ces retours volontaires. Le récit est de Yakuba Ouidraogo. Ils répondent présents à l'appel, cette fois-ci pour effectuer le trajet inverse et beaucoup plus calme, celui d'un retour à la maison après 3 ans passés dans le camp de Louani. Ces désormais ex-réfugiés mozambicains avaient fui leur pays suite aux violences entre le parti au pouvoir, le Frelimo, et l'opposition, la Renamo, après les élections contestées de 2014. Nos maisons étaient proches de l'endroit où les combattants de la Renamo campaient. Chaque fois qu'ils commençaient à se battre, nous en étions les victimes. Cela nous a forcés à fuir pour trouver la paix ici. En juillet dernier, les autorités mozambicaines ont annoncé avoir trouvé un accord de paix pour régler leurs différends avec les combattants rebelles. Nous sommes très sûrs que les combats ont cessé maintenant parce que nous n'avons plus entendu de tirs d'armes à feu depuis décembre 2016. Le HCR recommande cependant de la prudence car il s'agit de retours volontaires, les gouvernements malawite et mozambicains n'ayant signé aucun accord pour le rapatriement de ces réfugiés. Certains restent d'ailleurs dubitatifs alors que le pays se prépare à une élection générale l'année prochaine. Nous ne savons pas ce que les perdants ou les gagnants feront. Nous ne savons pas si les perdants accepteront les résultats. Donc, même si nous repartons à la maison, nous restons sceptiques quant à notre sécurité. L'incertitude demeure donc et beaucoup disent être prêts à revenir au camp si l'accord de paix entre le pouvoir et les combattants capote. Le pape a reconnu lors d'une visite à Tallinn, en Estonie, que les scandales sexuels impliquant le clergé catholique était un repoussoir pour une jeunesse qui ne percevant pas une condamnation suffisante forte de la part de l'Église. Les jeunes sont indignés par les scandales sexuels et économiques face auxquels ils ne voient pas une nette condamnation, a-t-il constaté devant la jeunesse chrétienne du pays conviée dans une église luthérienne. L'Église catholique est actuellement au cœur d'une crise existentielle dévastatrice en raison de la multiplication de révélations sur des abus sexuels. C'est la fin de cette première partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Nous irons en Afrique du Sud où de nombreux étudiants sont réunis pour faire valoir leur talent dans le domaine des véhicules solaires. Dans ce journal, nous verrons également comment la technologie peut améliorer la vie des personnes handicapées. Et puis, ne ratez pas le rendez-vous des sports tout à l'heure. Ce sera avec Yacouba Ouidraogo. Et tout de suite, les nouvelles tech avec Arzouma Compaoré qui est là chaque mercredi. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à tous les technophiles qui nous rejoignent comme chaque semaine. La Fondation africaine de l'innovation organise chaque année le prix de l'innovation pour l'Afrique. Établi pour soutenir la culture d'innovation et de compétitivité en Afrique, ce prix en est à sa 7e édition et les échanges porteront cette année sur l'investissement dans les écosystèmes d'innovation inclusifs. Sur les 3000 dossiers reçus cette année, 10 nominés représenteront le Maroc, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Égypte, le Bénin, le Rwanda, le Madagascar, l'Afrique du Sud, le Ghana, je vais y arriver, et la Tunisie. Alors, leurs innovations touchent différents secteurs, l'agroalimentaire, la santé publique et le bien-être, l'éthique, l'énergie, l'environnement et l'eau. La cérémonie de récompense se tiendra du 11 au 12 octobre prochain au Rwanda et verra les gagnants repartir avec des prix d'une valeur totale de 185 000 $ US. Voilà, 185 000 $ américains donc. Arzouma, chaque mercredi, le focus de la semaine. On s'intéresse cette semaine au South Africa Solar Challenge qui rassemble depuis le week-end dernier des équipes venues de diverses universités du monde pour participer à une course atypique. Une course de véhicules fonctionnant grâce à de l'énergie solaire que nous découvrons dans cet élément. La 6e édition du South Africa Solar Challenge se déroule pendant 8 jours à travers 18 villes sud-africaines sur des distances allant de 2500 à 5000 km. Les participants viennent d'universités des Pays-Bas, de Suisse, de Chine et d'Afrique du Sud. La voiture solaire est quelque chose de futuriste. Qui n'aimerait pas faire partie d'une telle équipe pour s'attaquer au problème du carburant de l'avenir et conduire des voitures solaires? Conduire où vous voulez sans avoir à dépenser de l'argent pour le carburant. Le concours vise à mettre en évidence les efforts déployés par les pays pour favoriser le développement des technologies vertes chez eux. Cet événement en Afrique du Sud est considéré comme l'un des plus difficiles au monde car il se passe sur une autoroute. Nous traversons différentes zones climatiques du nord de Johannesburg jusqu'à Cape Town et nous allons vivre une variété de conditions différentes. L'Afrique du Sud a aligné 5 équipes au départ. C'était pas facile car le volant n'est pas facile à garder en place, mais au fil du temps, j'ai appris à le garder sur une ligne droite. Et pour le reste du voyage, c'était agréable, difficile mais agréable. Le plus grand défi est d'apprendre si vite. Je viens de terminer mon module S4, alors j'ai dû rentrer à la hâte dans l'industrie, utiliser la perceuse, utiliser une scie à la main et ainsi de suite. C'était très difficile au début, mais j'y suis parvenue. Les voitures devraient terminer la dernière étape dimanche 30 septembre à Stellenbosch, où les équipes présenteront leurs voitures et discuteront avec les membres du public pour les sensibiliser au progrès de l'énergie solaire. Rendez-vous donc le 30 septembre prochain à Stellenbosch pour connaître les grands gagnants de cette année. Voilà, à Arzouma, chaque semaine, folie d'invention. Tout à fait, John. Et c'est une première mondiale, un pari fou réussi par une équipe de neuroscientifiques canadiens, reconstruire des images à partir d'informations générées par le cerveau. En reliant le cerveau à un équipement électroencéphalographie, l'équipe de l'Université de Toronto Scarborough capture l'empreinte de l'activité cérébrale générée à la vue d'une série d'images. Puis, grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique,
Cette empreinte est utilisée pour recréer numériquement une approximation de l'image vue sur un écran d'ordinateur. Le système lui-même est relativement peu coûteux, mais pour le rendre portable, les chercheurs se sont associés à la start-up Avertus et son casque sans fil Avertus H10C qui coûte $3 000. C'est une avancée technologique qui pourrait, par exemple, donner la possibilité aux témoins de l'enquête d'aller à la police afin que ces derniers puissent extraire de son cerveau une image nécessaire à la résolution de l'affaire. Voilà. C'est tout pour Afrotech de cette semaine et comme vous le savez déjà, envoyez-nous vos infotech sur voafrique.tv@gmail.com ou sur la page Facebook VOA Afrique. Le monsieur Tech de VOA Afrique, merci à Azuma Compaoré et à la prochaine. Les nouvelles technologies contribuent à l'amélioration de la vie des personnes handicapées. Parmi elles, un gant numérique qui traduit le langage des signes et un dispositif permettant aux personnes aveugles de sentir la lumière. C'est un reportage de Déborah Bloch, dit par Blanche Sano. Avant de commencer à traduire le langage des signes, Ayoub enfile un gant noir. Elle appuie sur un bouton sur le poignet et un petit haut-parleur relaie le message. Mon rêve pour Bright Sign est qu'il soit un relais des sens des personnes ayant besoin de ce genre de technologie, qu'ils puissent exprimer leurs sentiments et leurs opinions sans avoir à toujours chercher un interprète. Il s'agit de leur donner l'indépendance et le contrôle de leur communication. Selon l'inventrice, chaque paire de gants coûtera quelques centaines de dollars. Elle en explique le fonctionnement. C'est un gant de données équipé de plusieurs capteurs qui suivent les mouvements de la main. D'autres capteurs mesurent la flexion de vos doigts. Cette information est ensuite transférée à une puce, juste ici, et une fois que j'émets un langage des signes ou un signe de façon générale, j'appuie sur ce bouton et il traduit tous mes mouvements pour mon interlocuteur. Les personnes ayant perdu la vue ne sont pas oubliées. La compagnie automobile Ford a travaillé avec une start-up italienne pour créer un dispositif aidant les aveugles à sentir la vue à l'extérieur d'une vitre en transformant la lumière en vibration. L'année dernière, Microsoft a lancé son application gratuite Seeing Eye qui transforme un smartphone en une caméra parlante. Paul est aveugle et vit seul. Il utilise l'application Seeing Eye pour s'orienter et trouver de la nourriture ou des boissons. Vous devenez autonome et indépendant à la fois grâce à cet appareil intelligent qui tient dans votre poche. Pour les analystes, la demande ne peut qu'augmenter pour ces nouvelles technologies qui augmentent notre capacité à voir et à entendre le monde autour de nous. Et nous voici en sport avec l'infatigable Yacouba Ouedraogo. Yacouba, apparemment, l'Afrique est encore entrée dans l'histoire en ce qui concerne le basketball mondial. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Tout à fait John. Historique, une nouvelle fois de plus, le Nigeria s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine de basketball. Les 10 Tigres se sont imposés ce mercredi en match de barrage contre la Grèce in extremis 57-56. C'est la troisième victoire, disons, pour les Nigérianes dans la compétition. Ce vendredi, ce sera beaucoup plus difficile. Elles feront face à un gros morceau en quart de finale, les redoutables américaines, championnes du monde en titre et jusque-là qui ont aligné 43 victoires d'affilée ces dernières années. Et puis, du tennis, l'hécatombe continue à Wuhan en Chine. Après les éliminations hier de la numéro 1 mondiale Simona Halep et de la tenante du titre Caroline Garcia, la numéro 2 mondiale Caroline Wozniacki a chuté aujourd'hui même en huitième de finale. La Danoise a été battue par Monica Puig en 2-7, 7-6, 7-5 en près de 2h30. C'est la deuxième fois cette année que la portoricaine bat Wozniacki après son succès à Miami en mars dernier. Monica, championne olympique en titre, affrontera la chinoise Wang Qiang en quart de finale. Et puis, du vélo pour terminer, Juan Denis est devenu champion du monde du contre-la-montre, on dira enfin. L'Autrichien a battu le tenant du titre, le Néerlandais Tom Dumoulin et le Belge Victor Kampernaert par la marge de 1 minute 21 secondes. Denis, vainqueur des 2 contre-la-montre de la Vuelta,
n'était jamais monté sur le podium des mondiaux, bien qu'il figure depuis plusieurs années parmi les meilleurs spécialistes de l'exercice. On s'arrête ici pour les sports et on se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. La nouvelle est tombée hier. C'est désormais derrière les barreaux que Bill Cosby passera les prochaines années. Il a été condamné à une peine de 3 à 10 ans de prison pour agression sexuelle par un juge de Pennsylvanie qui a ordonné son placement immédiat en détention. À l'annonce de la sentence qui devra être exécutée à l'isolement, le comédien de 81 ans n'a pas réagi. Il avait été reconnu coupable par un jury en avril. Le principal avocat du créateur et héros du Cosby Show a indiqué qu'il allait faire appel et a demandé que son client soit laissé en liberté sous caution dans l'attente de l'examen de cet appel. Le magistrat a rejeté cette demande. Et toujours en rapport avec le cinéma, le film kenyan Rafiki, qui décrit une romance lesbienne, a drainé des foules cette semaine après la levée temporaire de la censure dont il faisait l'objet. Les tickets se sont vendus comme des petits pains et le film a été projeté à guichet fermé à Nairobi et dans les principales villes du pays. Soulignons que les autorités du pays ont dû lever l'interdiction de ce film pour une semaine pour lui permettre d'être en compétition aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. Et... Et puis, une triste nouvelle, toujours en rapport avec le cinéma, Missa Ebiye, le réalisateur burkinabé, a rangé définitivement sa caméra aujourd'hui. Il avait tourné beaucoup de films, Le Fauteuil, Cellule 512 ou encore La Raison du plus fort. Nos condoléances donc à sa famille et à la grande famille du cinéma africain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.